campagne de vaccination anti-Covid bat son plein dans plusieurs pays, en Italie et particulièrement au sein des communautés africaines, des craintes subsistent. Après la polémique sur l'existence réelle de cette maladie, place au questionnement à présent sur l'efficacité et le bien fondé d'un tel vaccin pour notre organisme. Produira-t-il l'effet escompté ou changera-t-il des parties de notre organisme comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux? La question se pose et bien évidemment, une réponse s'impose. Et pour l'avoir, nous nous tournons du côté de Florence où exerce un jeune homme intègre et altruiste qui fait de la santé de ses patients sa priorité. Médecin en formation en chirurgie générale à l'hôpital Careggi en Florence, il a bien voulu donner de sa disponibilité pour rassurer nos internautes sur la campagne de vaccination actuellement en cours. Docteur Tatsinko Didier, bonsoir. Bonsoir. Merci. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner auprès de nos internautes que vous avez déjà reçu la première prise, ou disons plutôt la première dose de ce vaccin. Et nous aimerions tout naturellement bien savoir comment cela s'est passé, comment vous vous êtes senti. Mais avant d'y arriver, dites-nous, docteur, c'est quoi un vaccin? Alors, bonsoir à vous et merci de l'invitation. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous féliciter Radio Camille pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Et je sais, faisant partie aussi du back-office, comment ce n'est pas facile. Donc, tous mes encouragements à l'équipe et à tout le staff. S'il faut parler de vaccin, en effet, les vaccins sont des substances en réalité qui font partie de ce qu'on appelle de l'immunité passive. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit soit des agents pathogènes tués, soit des agents pathogènes dont la virulence a été atténuée, ou alors des agents pathogènes ou des particules d'agents pathogènes. En réalité, il s'agit de stimuler ce qu'on appelle chez nous la mémoire immunitaire. La mémoire immunitaire, c'est une partie de notre réaction immunitaire qui, lorsque nous sommes en contact avec un micro-organisme, normalement, on développe cela pour permettre à notre organisme, dans un futur, lorsqu'on va rencontrer de nouveau ce micro-organisme, d'avoir une réaction plus efficace, plus rapide et pouvoir ainsi éliminer ce micro-organisme. Ce qui fait qu'en réalité, le vaccin intervient comme une sorte d'entraînement pour notre système immunitaire. Il suffit juste de stimuler une réaction immunitaire qui ne sera pas nocive pour nous, mais tout de même qui va activer cette soi-disant mémoire, parce qu'il y aura des anticorps et des lymphocytes T mémoire qui pourront garder en mémoire cela, cette information, qui pourra donc nous être utile lorsqu'on rencontrera le vaccin, l'agent pathogène lui-même, en quelque sorte. Présenter ainsi, nous dirons plutôt que c'est assez nécessaire pour l'organisme. Et donc, pourquoi toutes ces craintes, selon vous, autour de ce vaccin anti-Covid? Et sont-elles fondées, à votre avis? Du moins, en réalité, en ce qui concerne les vaccins, il y a toujours eu une polémique mondiale en ce qui concerne les vaccins. Il y a toute une frange de la population qui se disent no-vax parce que, faisant partie aussi de la théorie du complot, chaque fois on trouve des informations pour discréditer la vaccination. En réalité, c'est une chose qui a toujours été et qui a toujours existé. Bon, s'il faut parler de vaccins, il faut qu'on parle des faits. Et quand on veut parler des faits, on va essayer de voir l'historique des vaccins. Aujourd'hui, dans le monde, on ne parle plus de la variole ADA, par exemple, parce que grâce au vaccin, on a pu vaincre cette maladie-là. Ce sont des faits, ce ne sont pas ce ne fait pas partie de la théorie du complot, ce sont des faits. Les vaccins sont là, ils sont utilisés. Une autre information qui peut essayer d'être un peu, comment dire, comme un exemple particulier, en Italie, je crois que c'est depuis 1991 qu'ils ont commencé la vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Aujourd'hui, si on rencontre un patient qui souffre d'hépatite B, forcément, c'est un patient qui est né avant que le vaccin soit obligatoire, par exemple. Pour dire, on a vu l'incidence de l'hépatite B être réduite à presque, d'une manière exponentielle suite à la vaccination. Bon, en ce qui concerne le corona aujourd'hui, c'est vrai que certaines craintes peuvent être fondées parce qu'on n'a pas eu le temps. Pour d'autres vaccins, il y a eu assez de temps pour mener des études et enfin conclure d'une manière assez significative que le vaccin est efficace. Pour le coronavirus, en réalité, il n'y a pas eu assez de temps. Par contre, les études ont été menées sur un grand nombre de la population parce que aucune étude scientifique soit représentative de la population. Il faut que soit
le nombre d'échantillons soit élevé, soit on ait assez de temps pour évaluer les différents points, comment dire, les différents résultats de l'étude, quoi. Pour le Justement, coronavirus, pour le coronavirus, il est justement, vrai, on a pris le temps, mais l'échantillon a été assez représentatif. C'est donc pour ça que ceux qui peuvent avoir des craintes, moi je dirais, les processus scientifiques sont clairs et nets. Ce ne sont pas des choses qui peuvent se manipuler. Les chiffres ne mentent pas en quelque sorte. et c'est tout à fait ce que nous voulions rajouter, Monsieur Tatsenko. Nous pouvons constater que l'évolution de cette étude a été assez rapide et l'on se demanderait même si la procédure normale a été respectée. Et comme vous avez renchéré, cela a pris peu de temps, comme par exemple celle de la variole, vous avez souligné plus tôt, mais l'échantillon de la population a été beaucoup plus vaste, vous avez souligné. Oui, j'aimerais aussi ajouter une chose, parce qu'en ce qui concerne le corona du COVID-19, le SARS-CoV-2 en réalité, les coronavirus, c'est toute une famille de virus. Ce qui fait que même avant que le corona arrive, celui qu'on connaît, le COVID-19, il y avait déjà des informations qui sont tout au moins crédibles et que les scientifiques avaient déjà, ce qui a permis en l'occurrence de développer le vaccin parce que, entre autres, on avait déjà un stock dans le database d'informations sur les coronavirus en général, peut-être pas sur le COVID-19 en particulier, mais sur les coronavirus en général, il y a assez d'études qui peuvent nous aider, qui nous ont aidés dans les différentes décisions, dans les différents vaccins qui sont en train de surgir aujourd'hui. Effectivement. Et parlons particulièrement de ce COVID-19. Dites-nous, docteur, nous avons pu comprendre qu'il y a 2 doses. Quels sont leurs rôles de ces 2 doses? En réalité, les 2 doses sont identiques. Il s'agit de quoi? Pour le vaccin du COVID, il s'agit d'une particule du virus. En réalité, comme je l'ai dit plus tôt, on peut avoir dans les vaccins des virus tués ou des agents pathogènes tués, parce que ça peut être un virus comme ça peut être une bactérie, des micro-organismes tués, des micro-organismes dont la virulence a été atténuée. Dans la 3e catégorie, des particules de micro-organismes, parce que l'objectif principal, c'est de stimuler cette réaction immunitaire qui pourra nous permettre de garder en mémoire des informations concernant le virus. Pour le cas du COVID, il s'agit d'un ARN messager, donc un acide ribonucléique messager, contenant une information qui permet à notre organisme, à nous, de synthétiser une protéine qui appartient au virus. C'est-à-dire, on donne l'information à l'organisme pour produire une protéine qui appartient au virus. Une fois la protéine produite dans l'organisme, notre système immunitaire réagit à cette protéine parce que, étant une information qui vient d'ailleurs, faisant partie du non-soi en réalité, notre organisme doit bien se défendre contre cette protéine, bien qu'elle ait été synthétisée par nous. Par contre, dans ce cas, il y a une réaction qui se déclenche et ce qui fait en sorte que déjà, celui qui reçoit le vaccin ne peut pas développer la maladie parce qu'en réalité, c'est juste une particule du virus qu'il reçoit qui lui permet donc de synthétiser cette protéine. Les 2 doses ont été établies en fonction des études parce qu'il suffit on mène des études par étapes, par grade, pour essayer de voir combien sont ceux-là qui sont protégés du virus après avoir été vaccinés. Et pour cela, ce sont des tests qui vont étape par étape. Soit on essaie une première dose, on essaie de voir, on essaie avec une seconde dose pour essayer de voir. Et ce qui fait en sorte que la résultante a montré que pour essayer de réduire de 95% l'incidence du coronavirus chez les patients qui ont été vaccinés, il faudrait que ceux-ci aient reçu 2 doses de vaccin. L'une 21 jours après la première. Et cela, bon, ça c'est le protocole actuel. La première dose, la seconde dose après 21 jours, mais il faut aussi dire que la protection, c'est-à-dire l'immunité qu'on arrive à acquérir après la vaccination, est active à partir d'une semaine après la 2e dose. Donc, première dose, 2e dose, et après une semaine, on peut estimer qu'on est protégé du virus. Et même cette protection, il faut aussi le dire parce que d'après les informations qu'on a sur d'autres coronavirus, c'est une protection qui est établie entre 9 et 12 mois.
pour dire Ah, que d'accord. déjà c'est clair qu'il n'y a pas eu assez de temps pour prolonger les études et voir quel est le temps qui permet d'avoir une protection, une immunité contre le virus. Ce qui fait que les estimations sont entre 9 et 12 mois actuellement. Donc, je dirais que les 2 doses sont nécessaires. Bien sûr, bien sûr. La seconde dose, la première dose n'aurait pas les mêmes résultats si, par exemple, la deuxième dose n'a pas été prise. Il faut absolument les 2 doses. Et D'accord, docteur, les merci. 2 doses du même type de vaccin, parce que il y a plusieurs vaccins qui font surface aujourd'hui. Celui qu'on utilise en Italie, par exemple, il faudrait avoir la seconde dose du même vaccin parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations qui disent exactement que les vaccins sont interchangeables. OK. Alors, docteur, j'aimerais que vous nous éclairez sur 2 affirmations qui ne cessent de revenir sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le vaccin anti-Covid joue sur la fertilité de la femme et sur la libido de l'homme. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Bon, en réalité, ce sont des choses que, bon, je dirais que c'est plus faux que vrai. C'est plus faux que vrai parce que des études ne montrent pas à suffisance que des patients qui ont reçu le vaccin ont développé ces problèmes-là en réalité. Dans le cas du virus du Covid, du vaccin contre le Covid-19, ce qu'on utilise en Italie, le vaccin de Pfizer en réalité, les effets indésirables sont plus portés vers les choses qui se résolvent très souvent seuls et après 2 ou 3 jours, c'est-à-dire la fièvre, le mal de tête, la douleur sur le site de l'injection en réalité. Ce qui concerne l'infertilité pour les femmes enceintes et tout, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de données scientifiques qui permettent de dire que là, le vaccin peut causer l'infertilité chez l'homme ou chez la femme. Il est bien vrai que les femmes enceintes ou les femmes qui sont en train d'arrêter, pour avoir le vaccin, pour pouvoir se vacciner, il faudrait qu'elles aient une consultation directe avec leur médecin qui connaît peut-être leur cadre, leur histoire médicale avant de décider parce que étant dans un domaine, dans un domaine où il n'y a pas assez de données, il est important de prendre toutes les informations et avec les professionnels de la santé, en l'occurrence ceux qui font peut-être maladies infectives ou bien des immunologues. Moi, je suis médecin, c'est vrai, mais dans un tout autre domaine, pour dire que c'est chez les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, il faudrait absolument que ce soit, comment dire, une décision prise à la fois avec les avis des différents médecins du domaine, quoi. Effectivement, pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, donc pas d'automédication quant à ce qui concerne le vaccin du Covid. J'espère que je le dis bien, docteur. Voilà, vous êtes, chers internautes, sur Radio Kamit. Vous écoutez bien évidemment Société et vie de famille, cette émission qui permet à tous nos personnels de la santé et également toutes les personnes de la société en général de pouvoir échanger avec nous sur leurs expériences, le partage et pourquoi pas leurs connaissances et bien évidemment nous qui sommes les apprenants, nous apprenons. Nous allons aller à présent du côté de nos communautés diasporiques, recueillir certains avis sur cette campagne de vaccination actuellement en cours. C'est un reportage de David Watteux. Depuis un bon moment, notre planète dort et se réveille sous la loi d'une pandémie appelée Covid-19, du nom du virus identifié pour la première fois à Wuhan en Chine. C'était en 2019, d'où le chiffre 19, comme le veut bien le jargon. La crise du Covid est bien palpable partout et dans nos vies encore plus. Couvre-feu, mesures de distanciation sociale, masques et j'en passe. La question, c'est bien de savoir où on en est depuis l'arrivée des fameux vaccins. Nous en sommes au même point. Toujours ce questionnement, quand est-ce que on pourra sortir de cette situation, quand est-ce qu'on pourra retourner à la vie normale, quoi. Et si on rentrait plutôt dans vos vies, question de savoir ce qui a changé. Bon, je constate en effet quelques changements tout autour de moi. Mais moi, je crois que ça n'a pas beaucoup changé, parce qu'on est là encore. Depuis l'arrivée des vaccins, je constate un léger changement. En ce qui me concerne particulièrement, je ne vois pas trop de changements depuis l'arrivée des vaccins et tout. Difficile, somme toute, de dissimuler le doute qui nous habite en ce moment. Alors, les vaccins, ces fameux vaccins qui créent tant de tumulte.
déjà on ne comprend pas quels sont les effets que ça va produire d'ici là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. Si les vaccins, réellement, si ça fonctionne, donc on n'a pas encore de réponse vraiment sur l'efficacité des vaccins. Non, on en a encore même pas. Après le doute, place à l'espoir, ou mieux encore, l'espérance. Mais il y a aussi un peu de personnes sceptiques. Comment dire, on dit sceptique ou sceptique. Moi, je crois vraiment que avec l'arrivée de ces vaccins, la vie peut reprendre son cours et je suis vraiment confiant. Donc nous pourrons nous embrasser, nous pourrons encore vivre comme nous avions l'habitude de vivre. Et je suis vraiment optimiste dans ce sens-là. Et bien sûr que la vie pourra reprendre, Incha Covid, puisque désormais, on ne jure plus que par lui. Rien à voir à ce niveau avec les sceptiques, si j'en garde encore tout de mon latin. Les choses s'annoncent tout de même bien. Les gens sont joyeux de pouvoir prendre ce vaccin. Une partie, du moins. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas autant aussi joyeux en ce qui concerne ces vaccins. Mais toutefois, la vie reprend petit peu à peu. Les personnes sont de plus en plus d'ailleurs, ils gardent espérance. Ils gardent espérance. Il y a de l'espoir d'ailleurs. De retour sur ce plateau avec le docteur Tatinkou Didier, nous levons l'équivoque sur la polémique autour du vaccin contre la COVID-19. Alors, docteur, nous l'avons dit en début d'émission, la première dose, vous l'avez déjà prise. Dites-nous, comment cela s'est passé et comment vous êtes-vous senti? OK. En ce qui concerne la première dose, moi, je l'ai reçue le 8 janvier. Je devrais faire la seconde le 29. Et bien évidemment, c'est clair qu'avant tout vaccin, il faut signer les documents qui donnent son consensus. Déjà, il y a toute l'information. Je conseille aux gens de prendre le temps, les 2 minutes ou les 3, les 5 minutes qui sont nécessaires pour lire les grandes lignes des informations qui concernent le vaccin en réalité, parce que c'est une chose pour laquelle on donne notre consensus. Ce qui fait que j'ai pris acte de ces informations qui mentionnaient évidemment les éventuels effets indésirables qui peuvent surgir. Même déjà, le médecin qui m'a administré le vaccin me l'avait dit. En ce qui concerne, moi particulièrement, je n'ai pas eu de grands effets indésirables. En réalité, j'ai eu un peu de douleur sur le site de l'injection. Et le samedi qui suivait dans la journée, j'ai eu quelques maux de tête. Mais bon, avec un peu de paracétamol, c'est passé. Du moins, en réalité, c'est un peu ça. Moi, j'ai pas eu. C'est vrai qu'il faut aussi mentionner que les sujets qui sont allergiques, ceux qui ont déjà eu des crises d'allergie pour des médicaments qu'ils ont eu à prendre, des allergies importantes, c'est-à-dire les chocs anaphylactiques ou bien des allergies importantes. Pour ceux-là, il faudrait qu'avant de prendre le vaccin, qu'ils consultent évidemment leur médecin et voient dans quelle mesure ils vont faire le vaccin dans un environnement assez sécurisé, genre avec le monitoring au moins des paramètres vitaux, parce que une crise allergique peut être fatale. Ah oui. Et vous avez souligné, docteur, tout à l'heure que vous avez eu une petite fièvre et des migraines. Et j'aimerais chuter en demandant, est-ce qu'il existerait des effets secondaires à ce vaccin, de façon générale, je veux dire, et pour tout le monde? Et si c'était le cas, après combien de temps doit-on s'attendre justement à ces effets? Bon, en réalité, les effets secondaires sont ceux que, entre autres, on a eu à mentionner durant l'émission. Du moins, ce sont la fièvre, les douleurs musculaires, les maux de tête. Bon, avec une fréquence assez faible, il y a des patients qui ont eu ce qu'on appelle la paralysie du périphérique du nerf facial, déjà la paralysie d'un côté de la face. Du moins, c'est une chose qui est auto-limitante. Donc, après un certain moment, ça se résout de par elle-même. Okay. Du moins, disons, quelques jours après la vaccination, ces effets indésirables peuvent survenir, disons 2-3 jours. Mais après, là, très souvent, ça passe 2-3 jours après. Autre chose serait difficilement reliée à la vaccination qui a eu lieu 3 jours avant. Disons que, mettons, le délai de 4 jours. Voilà qui est des plus rassurants. Alors, pour sortir, docteur, dites-nous, avec ce vaccin, est-ce le départ pour une vaccination annuelle comme celle de la grippe? Bon, en réalité, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet parce que ce sont des estimations
que même les experts du domaine, entre autres les immunologues, tout cela, ont du mal à se projeter sur cette question. Du moins, pour l'instant, disons que l'objectif est de vacciner le maximum de la population. Ceci étant pour essayer d'avoir, comment dire, une certaine immunité de la population, c'est-à-dire au moins les 2 tiers ou plus de la population doit être vaccinée le plus tôt possible pour essayer de se protéger. Du moins, c'est la seule arme qu'on a jusqu'à présent, ce qui fait qu'il faudrait bien l'utiliser. Pour dire vaccination annuelle comme le virus, la grippe par exemple, il est difficile de se prononcer là-dessus. Il est vraiment difficile. OK, merci. C'était le docteur Tatsinkou Didier, médecin en formation en chirurgie générale à l'hôpital de Careggi. Nous l'avons dit, l'azienda hospedaliera universitaria depuis Florence. Il était avec nous pour partager ses connaissances sur le vaccin contre la COVID-19. Merci, docteur. Merci encore pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. C'était Société Vie de Famille. Restez connectés et merci de partage.